Merci pour l'invitation. Dans un premier temps, je vais essayer de me passer le micro. En général, quand je fais cet exercice face à des étudiants, ça se passe bien. Si jamais vraiment vous ne m'entendez pas ou vous trouvez que ma voix est trop désagréable, forcez-moi à prendre le micro, je le ferai. Alors, donc le sujet de cet exposé, c'est qu'est-ce que l'espace-temps? Donc, je vais essayer de faire une description qui est un peu historique de comment émerge la notion d'espace-temps, et puis de vous dire, quand un physicien, ou quand vous demandez à un physicien qu'est-ce que c'est que l'espace-temps, à quoi il pense, qu'est-ce que ça évoque pour lui. Alors, pas tous les physiciens, parce qu'ensuite on peut avoir des discussions internes sur ces notions, mais il y a une sorte de consensus en fait qui existe autour de la notion d'espace-temps, qui recouvre un concept assez précis que je vais essayer de dégager maintenant. Alors en fait, l'histoire commence il y a fort longtemps, mais je dirais pour planter le décor, si on veut regarder le contenu géométrique et la première notion, la première approche réellement qu'on qualifierait de moderne en physique de la physique d'ailleurs, et d'un aspect théorique, on peut remonter à Isaac Newton, qui est en fait le premier à réellement introduire des notions mathématiques pour effectuer une description de la physique. Alors la démarche est toujours la même démarche, je dirais, en sciences. Hein. L'objectif de Newton, c'est de décrire les phénomènes naturels. Et donc, il a besoin d'introduire ces notions, en fait, pour pouvoir établir, dans un premier temps, ce qui va devenir la mécanique de Newton. Donc la mécanique de Newton a eu un succès et continue à avoir un très très grand succès actuel, parce qu'en fait, c'est la première théorie qui a permis de comprendre le lien qu'il y avait par exemple entre la chute des corps et puis le mouvement des planètes, et de décrire tout ça avec une grande précision, et de permettre de faire donc à la fois des prédictions qui étaient tout à fait correctes, et d'avoir une vision en fait synthétique des phénomènes reliés donc à la mécanique. Alors quand on regarde donc dans un langage moderne du point de vue mathématique, ce dont Newton a besoin, Newton, en fait, l'une de ses inventions géniales, c'est qu'il introduit la notion d'espace comme un contenant. Donc il dit l'espace c'est un objet mathématique, et il voit ça comme un contenant dans lequel on va mettre de la physique. C'est-à-dire que si on veut décrire le mouvement, par exemple, d'une planète en orbite autour d'une autre, ou autour d'un astre, on peut l'imaginer dans un espace qui est l'espace usuel, hein, longueur, hauteur, largeur. Donc c'est notre espace à 3 dimensions qui est autour de nous, et lui, il le voit de façon mathématique pour décrire les phénomènes physiques. Ensuite, on a besoin d'un temps, et donc chez Newton, le temps, il le voit comme quelque chose qui s'écoule uniformément. C'est le même temps partout dans tout l'espace. Et d'un point de vue mathématique, le temps, c'est quelque chose qui est un objet à une dimension. Hein. Si on voit l'espace comme quelque chose où on a besoin de 3 directions pour se repérer, le temps, on a besoin d'une seule direction. Alors, ça, c'est, je dirais, pour la partie un peu mathématique. Quelle est la correspondance entre l'espace mathématique de Newton, l'espace et l'espace physique? Et en fait, on va voir que souvent on le pense comme le vide. C'est-à-dire que l'espace mathématique de Newton, c'est un objet abstrait, mais si on veut se le représenter comme quelque chose dans lequel on va mettre les objets physiques, c'est essentiellement l'espace, au sens usuel de ce terme, si on mettait rien dedans. Donc si on ne met rien là-dedans, eh bien on a l'espace de Newton. Et donc l'espace de Newton, au départ, on peut le voir comme quelque chose qui est vide de tout objet. Alors le temps, c'est une histoire un petit peu différente. Si on regarde précisément ce qu'on fait en physique avec le temps, déjà chez Newton, en fait, ce n'est pas tellement le temps qui nous occupe. Le temps, en fait, c'est essentiellement la façon dont on va graduer cet axe à une dimension qui nous permet donc de parler du temps.
Mais ce qu'on mesure en physique, en fait, c'est toujours des durées. On ne mesure pas le temps en lui-même, on a ce qu'on appelle donc des horloges, et les horloges, en fait, elles indiquent l'équivalent de la mesure d'une distance pour ce qui est de l'espace, mais pour la partie temporelle. Et donc, c'est les intervalles de temps que l'on mesure, donc les durées, plutôt que le temps en lui-même. Alors ça a tout de suite une implication importante, c'est que quand on mesure le temps, en fait, on mesure le temps à travers d'objets physiques. C'est-à-dire qu'on regarde l'évolution d'un phénomène physique, et c'est ça qui nous permet de dire que le temps s'écoule. Le sablier qui mesure donc la quantité de sable qui s'est écoulé donc, depuis un instant donné jusqu'à un autre instant, vous voyez que en fait, c'est l'évolution d'un système physique qui nous sert à mesurer le temps. Et donc, ici, on voit qu'on a un rapport direct entre la mesure du temps et ce que dans le langage courant, on appellerait la matière. Il nous faut quelque chose pour effectuer une mesure de temps qui est reliée à quelque chose qui possède une nature spatiale. Hein. Donc vous voyez que la notion de temps, en fait, est plutôt ici la notion de durée, et la mesure des durées, donc par des horloges, requiert en fait des phénomènes physiques qui sont en évolution. Donc c'est l'évolution, en fait, des systèmes qui nous permet de mesurer la durée et donc d'éprouver ce qu'on appelle le temps. Alors Newton, il a découvert quelque chose de très intéressant, qui est qu'il y a une particularité des mouvements de translation. Tout le monde a expérimenté ça, en fait. Vous savez, quand vous êtes dans une gare, dans un train, et que le train à côté de vous démarre, ou le vôtre démarre, si le train est suffisamment bien isolé, ce qui est le cas en général à basse vitesse, si on regarde juste les vitres du train qui est à côté d'une autre, en fait, on ne sait pas si c'est notre train qui s'est mis en marche ou le train d'à côté qui s'est mis en mouvement inverse. Ça illustre parfaitement la particularité du mouvement de translation à vitesse constante. Newton disait, le mouvement, sous-entendu de translation à vitesse constante, est comme rien. C'est-à-dire que, finalement, si vous ne regardez pas au travers des vitres du train, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en mouvement ou pas. Vous n'avez aucune façon de l'éprouver. Et donc ça, c'est une particularité qui est reliée à ce qu'on appelle le phénomène d'inertie. Et les objets, on peut dire les systèmes d'axes, si vous voulez, qui sont attachés aux objets matériels, qui sont en translation uniforme, en fait, vont avoir cette propriété particulière de ne pas être distinguables les uns des autres de façon interne. On appelle ces objets-là des référentiels inertiels ou référentiels d'inertie. Alors, ces référentiels, ils jouent un rôle important, ils sont reliés à une propriété importante qu'on appelle le principe d'inertie, donc on le pose, on ne sait pas expliquer ce phénomène-là, donc on pose ce principe. Donc on l'attribue en général à Galilée, mais dans ce cadre-là, en fait, il est plutôt relié à Newton parce que il nous faut justement cette particularité du mouvement à vitesse constante. Et donc le principe de relativité, donc on va voir que l'espace-temps a à voir avec la relativité, et l'essence même du mot relativité est ici, en fait, c'est qu'aucune expérience de physique interne, dans un référentiel d'inertie, ne permet de faire la distinction entre un état de mouvement uniforme et de repos. Autrement dit, si vous fermez les vitres de votre train, vous êtes incapable, si le train va à vitesse constante, de savoir si vous êtes en mouvement ou si vous allez à une vitesse justement qui est constante. Une autre façon de dire les choses, si vous êtes à vitesse constante, en fait, vous ne pouvez vous repérer que relativement à quelque chose d'autre. Ça n'a pas de sens de faire la distinction entre un mouvement et une vitesse constante, un mouvement de translation constant. De façon intrinsèque, il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça, c'est une propriété forte. On ne l'explique pas, on l'a posé comme principe, on constate que ça marche, et les conséquences de la théorie, vous allez voir, sur les théories, sont très importantes.
Alors, une des conséquences sur le plan mathématique, c'est que si vous écrivez une loi de la physique, donc en physique, ce qu'on cherche à faire, c'est on pense, comme partout en science, qu'il y a des lois qui président à la nature. Et donc, si vous découvrez une de ces lois, ben, en physique, on essaye de décrire comment ça marche, et le langage pour ça, c'est un langage mathématique. Alors, il y a une implication de ce principe de relativité, c'est que si vous écrivez une certaine équation qui prétend décrire une loi de la physique, et que vous êtes dans un référentiel d'inertie, si cette loi est une loi au sens, elle est universelle, ben dans un autre référentiel d'inertie, vous devez avoir la même loi. Et donc ça veut dire que si vous faites une transformation pour passer donc d'un référentiel d'inertie à un autre, autrement dit, vous allez faire on va y venir, on a des procédures mathématiques pour faire ça, c'est-à-dire ben pour changer de coordonnées entre le train qui roule à côté de vous et le vôtre, les équations que vous obtenez, elles ne doivent pas changer. Parce que si vous obteniez par exemple une équation différente avec un terme qui tient compte de la vitesse relative des trains, bah vous seriez capable de mettre en évidence votre mouvement. Simplement, vous testeriez votre équation en laboratoire, et puis vous verriez que bah, ce n'est pas la même que l'équation de votre voisin, qui lui prétend être dans un référentiel d'inertie, et donc vous auriez un moyen de contredire le principe de relativité. Donc ce principe implique que les équations doivent s'écrire de la même manière dans tous les référentiels. Donc, la description mathématique du passage d'un référentiel à un autre, d'un référentiel d'inertie à un autre référentiel d'inertie, c'est-à-dire quelque chose qui est en translation uniforme à quelque chose d'autre qui est en translation uniforme, ça porte le nom de transformation de Galilée. Alors, c'est des transformations mathématiques qui permettent de passer d'un référentiel à l'autre. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que cette transformation mathématique de Galilée, en fait, elle laisse la partie spatiale et la partie temporelle indépendantes. C'est-à-dire qu'elle transforme les longueurs d'un côté et elle transforme le temps de l'autre côté. Donc en fait, la transformation du temps, elle est très simple. En fait, elle suit le principe de Newton, c'est-à-dire que le temps est le même partout. Donc dans une transformation de Galilée, ben, finalement, vous avez le même temps dans tous les référentiels d'inertie. Vous pouvez changer de fuseau horaire éventuellement, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et donc, elle ne mélange pas l'espace et la coordonnée temporelle. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc historiquement, jusqu'à la synthèse opérée par Maxwell, donc au milieu du 19e siècle, en fait, Maxwell, il s'appuie sur des travaux qui ont été faits par tout un tas de gens comme Faraday, Ampère, etc., pour décrire les phénomènes de magnétisme et les phénomènes d'électrostatique. Et les phénomènes liés au courant, en fait. Donc l'électrostatique, vous avez probablement toutes et tous fait ça quand vous étiez plus petit. Vous savez, on frotte une règle avec un bout de chiffon et puis ça permet de coller des petits bouts de papier. Et en fait, ça, on l'explique en fait par le fait qu'il y a des charges électriques en fait qu'on a retirées sur la règle, et puis ben, on attire les charges électriques qui sont présentes dans le petit bout de papier. Ça, c'est un phénomène d'électrostatique. Donc il y a des lois qui régissent ça. De la même manière, il y a des lois qui régissent le magnétisme. Donc le magnétisme, c'est ce que vous connaissez sur les aimants. On s'est rendu compte déjà à cette époque-là que si vous faites passer du courant dans un fil, ça fabrique aussi un champ magnétique. Les haut-parleurs qu'il y a ici fonctionnent de cette façon-là. Les moteurs électriques fonctionnent de cette façon-là. Et donc Maxwell, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il unifie ces équations. Il se rend compte qu'il y a un terme qui manque dans l'une des équations pour qu'elles soient cohérentes entre elles. Et donc, au terme d'un raisonnement assez long, il arrive à écrire un groupe d'équations qui porte maintenant son nom, donc les équations de Maxwell. Et ces équations de Maxwell décrivent donc tout ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Donc l'électromagnétisme, c'est tout le courant, tous les champs magnétiques, la description de la lumière, tous les objets électromagnétiques, votre téléphone portable, la télévision, tout ça, etc. C'est contenu dans ces équations-là. Et plus encore. Alors en fait, justement, ces équations, elles vont poser un certain nombre de problèmes à leurs contemporains. D'abord, elles prédisent l'existence d'ondes électromagnétiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde ? Alors une onde, en fait, ben, le terme vient directement du français, l'ondulation et l'onde, l'eau. Donc quand vous faites des vagues sur l'eau, vous créez une onde. Donc l'onde, c'est justement, les ondes, c'est justement des vagues en fait qui se propagent. Alors il y a plein de types d'ondes différentes. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des ondes, les vagues, justement.
quand on est en train de parler ici, on a ce qu'on appelle des ondes acoustiques. Le fait que vous entendiez quelque chose, c'est parce que, en fait, en parlant, je mets en vibration des couches d'air, et c'est ces vibrations dans l'air qui se propagent jusqu'à vos tympans, qui mettent en vibration votre tympan, et donc le cerveau décode tout ça. Et donc là, ce sont des ondes acoustiques. On connaît les équations capables de décrire ces phénomènes, et quand on prend les équations de Maxwell et qu'on les mélange un petit peu, eh bien on aboutit à l'existence d'ondes électromagnétiques. Alors il y a plusieurs problèmes avec les ondes électromagnétiques à cette époque-là. C'est qu'à cette époque-là, les ondes sont censées se propager dans quelque chose. De la même manière que les vagues se propagent à la surface de l'eau, les ondes acoustiques se propagent dans des milieux, dans de l'eau, dans de l'air ici en l'occurrence. Les équations de Maxwell disent que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, le fameux vide de Newton qu'on a vu avant. Alors ça pose un grand problème. Donc les gens au départ se disent finalement le vide ne doit pas être vide, il doit exister quelque chose là-dedans. Et donc ils essayent de détecter la présence de ce qui constituerait le vide. Et pour faire ça, ils font une expérience assez simple. Donc là, j'ai pas écrit, parce que je ne comptais pas m'étendre de trop sur cet épisode, mais il y a Michelson et Morley qui font une expérience célèbre d'interférométrie. Donc c'est une expérience dans laquelle ils vont expérimenter la chose suivante. Je ne vais pas décrire l'expérience qu'ils ont faite, mais je vous en donne le principe. L'idée, c'est de dire, si vous vous déplacez par exemple, vous vous déplacez sur un tapis roulant, et moi aussi, et nos deux tapis roulants se croisent. Si votre tapis roulant va, mettons, 5 km/h et que le mien va à 5 km/h, lorsque vous mesurez ma vitesse quand je passe à côté de vous, vous mesurez 10 km/h. C'est-à-dire votre vitesse à vous, 5 km/h, plus ma vitesse à moi, 5 km/h. Même chose quand vous vous croisez sur la route avec une voiture. On peut faire la même chose pour la lumière et puis essayer de voir comment la vitesse comment la lumière, qui est une onde électromagnétique, en fait, vérifie cette chose-là. Et donc l'expérience de Michelson-Morley, qui permettrait de mettre en évidence l'existence de quelque chose dans le vide, a à voir également avec ce phénomène d'addition des vitesses. Et ce qu'on constate, c'est que pour la vitesse de la lumière, ça ne marche pas. Si vous venez vers moi à la vitesse de la lumière sur votre tapis roulant et que je vais vers vous à la vitesse de la lumière sur mon tapis roulant, lorsque vous passez à côté de moi, vous mesurez ma vitesse ou je mesure la vôtre, on voit juste la vitesse de la lumière. Ça ne s'ajoute pas. Donc ça, c'est vraiment très bizarre. Alors la question, elle est encore plus grave que ça, parce que si on fait les transformations de Galilée sur les équations de Maxwell, ben on s'aperçoit qu'elles ne respectent pas le principe de relativité. C'est-à-dire que vous changez de référentiel d'inertie, un référentiel en translation uniforme, un autre référentiel en translation uniforme, ben en fait, ça correspond au fait que l'addition des vitesses ne marche pas, justement, et donc vous ne respectez pas ce principe de relativité. C'est Einstein qui va trouver la solution avec la relativité restreinte. Ce que trouve Einstein, en fait, c'est qu'il interprète ces phénomènes-là en disant on s'est trompé quelque part. D'abord, la vitesse de la lumière, elle a bien la propriété d'être constante dans tous les référentiels d'inertie. Donc lui, il se dit c'est vrai, la vitesse de la lumière, dans deux référentiels d'inertie, c'est la même vitesse. Donc si vous vous croisez, elle n'est pas additive. Ce qui est faux dans notre raisonnement, ben, en fait, c'est les transformations mathématiques de Galilée. Et donc lui, partant justement du fait que la vitesse de la lumière ne s'ajoute pas, il retrouve les bonnes transformations qui ont déjà été trouvées auparavant par M. Lorentz. Et ces transformations-là, qui sont donc les transformations qui vont préserver les équations de Maxwell sous un changement de référentiel d'inertie, elles présentent la particularité par rapport aux transformations de Galilée de mélanger les coordonnées de temps et d'espace. Et ça, c'est un ingrédient essentiel des transformations de Lorentz. Alors là-dessus, ben, ça nous donne des prédictions célèbres. Donc, je vais surtout parler de la première, qui est vérifiée tous les jours dans les accélérateurs de particules. Ça veut dire en particulier que le temps et la longueur qu'on mesure dans un référentiel dépendent de la vitesse relative des référentiels. Alors, je vous donne un exemple. On a des particules dont on connaît le temps de vie. Ça veut dire si je fais apparaître la particule ici, donc je la fabrique par un processus que je tairai ici, je fabrique la particule, vous avez une particule, mais par exemple, qui va avoir un temps de vie propre de 1 seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la particule est fabriquée,
au bout de 1 seconde, elle se désintègre en d'autres particules. D'accord ? Alors imaginons que cette particule, lorsque vous la produisiez, au lieu de la produire ici dans votre référentiel à vous la produisiez dans un accélérateur de particules. Donc elle va être produite à une certaine vitesse. Et donc elle se déplace par rapport à vous. Si elle est produite à une vitesse qui est suffisamment proche de la vitesse de la lumière, si son temps de vie à elle est 1 seconde, vous n'allez pas la voir, vous, entre le moment où elle apparaît et le moment où elle se désintègre là-bas, en fait, il ne sera pas écoulé 1 seconde. Il sera écoulé beaucoup plus. Et ça, c'est un effet direct des transformations de Lorentz, et on le mesure tout le temps, et donc c'est ce qui a permis de valider ces transformations, entre autres. Donc on peut faire la même chose avec les longueurs. Hein. On peut voir que les intervalles de longueur, si vous mesurez une longueur, en fait, eh bien, la longueur dans un référentiel ou dans un autre dépend de la vitesse relative des référentiels. Alors ça change des choses de façon assez profonde, parce que comme on mélange en fait le temps et les longueurs, l'espace de Newton dans lequel on pensait être au départ, on s'aperçoit que ça ne tient plus mathématiquement, et il faut utiliser un autre espace. C'est la première fois qu'on va utiliser en fait la notion d'espace-temps. L'espace-temps en question, justement, comme on mélange le temps et la partie spatiale, les coordonnées de temps et d'espace, on a recours à un autre espace qui a été décrit par Minkowski, Hermann Minkowski, qui cette fois-ci est un espace à 4 dimensions, parce qu'au lieu d'avoir nos 3 axes habituels de l'espace euclidien, on est obligé de rajouter avec un axe temporel. Et donc, l'espace-temps, dans un premier temps, c'est cet objet-là. C'est cet objet dans lequel on a l'espace et le temps en même temps. Et si vous mesurez une longueur, dans cet espace à 4 dimensions, ce que vous mesurez, c'est une longueur spatio-temporelle. Elle contient du temps et de l'espace en même temps. Alors du coup, comme ces transformations-là fonctionnent bien, en fait, on s'aperçoit qu'elles fonctionnent aussi bien avec ce qu'on connaît déjà, et donc il faut réécrire toute la physique qu'on avait avant de façon à ce qu'elle devienne compatible avec ces nouvelles transformations qui sont les transformations de Lorentz. Alors tout se déroule à peu près bien, jusqu'au moment où on essaye d'écrire les lois de la gravitation qu'avait écrit Newton. Ça fonctionnait très bien, et quand on essaye d'écrire ces lois de la gravitation de Newton dans un cadre relativiste, patatrac, ça ne fonctionne plus, ça donne quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'on observe. Alors là, c'est encore Einstein qui va mettre un certain temps à trouver, il s'écoule une dizaine d'années entre le moment où il a trouvé la relativité restreinte et le moment où il va trouver ce qu'on appelle donc la théorie de la relativité générale, qui décrit la gravitation, et il s'appuie pour ça sur un principe qui est très voisin du principe de relativité. Je ne sais pas si on vous a fait cette expérience quand vous étiez au lycée, moi je crois que c'est l'un des trucs qui m'a motivé pour faire de la physique. On met une bille d'acier dans un tube, on met une plume dans le même tube, on fait le vide dans le tube, on retourne le tube, et on voit que la plume et la bille d'acier tombent à la même vitesse. Et alors ça, Einstein, lui, il en déduit quelque chose d'important. Il dit, si vous êtes dans un train, qui est cette fois-ci non plus dans une gare, on va faire un peu de science-fiction, mais qu'on a lâché dans l'espace, et que vous fermez les trappes du train, comment vous pouvez distinguer le fait d'être en apesanteur et le fait d'être en chute libre? Eh bien, vous ne pouvez pas. Et donc, le principe d'équivalence, modulo quelques subtilités mathématiques, vous dit que, finalement, la chute libre et le mouvement inertiel, c'est pareil. Et donc, l'idée d'Einstein, c'est de dire, si c'est pareil, en fait, ça veut dire que, finalement, moi, lorsque je suis en chute libre, je suis dans mon espace de Minkowski. Alors la différence, c'est que si vous êtes en chute libre, vous êtes attiré par quelque chose, et ce quelque chose peut très bien ne pas vous attirer uniformément. Le Soleil, les planètes tournent autour, la façon dont il attire les choses, il les attire vers le centre. Et donc en fait, ce raisonnement-là fait que, évidemment, comme vous êtes attiré vers un centre, il y a un moment où vous allez voir un petit écart entre la chute libre et le fait d'être dans un référentiel complètement d'inertie. Donc cette chose-là fonctionne que sur des distances suffisamment petites et des intervalles de temps suffisamment courts. Et donc Einstein en déduit que l'espace dans lequel on est, l'espace-temps dans lequel on est, c'est l'espace de Minkowski, mais juste sur des longueurs suffisamment petites et des temps suffisamment grands. Alors, suffisamment petits, pardon. Alors, quelle est la forme de l'espace ? La forme de l'espace,
si j'ai dessiné ici quelque chose qui serait l'espace de Minkowski que j'ai représenté par un plan, l'espace global, lui, il va avoir une certaine forme. On va appeler ça un espace courbe, parce que Einstein se sert pour décrire cette chose-là des mathématiques qui ont été inventées par Riemann. Et donc, les mathématiques de Riemann elles décrivent des espaces qui ont une courbure, donc comme la sphère, par exemple. Sauf qu'ici, cette courbure, elle doit prendre en compte à la fois l'espace et le temps. Alors ça, c'est la première chose. Donc, l'espace-temps devient, dans ce cadre-là, cet objet courbé, en fait, qui contient donc les différents éléments propres de notre espace. Alors, en fait, il y a plus dans la description d'Einstein de la gravitation. Dans sa description de la gravitation, ce qu'il nous dit, c'est pas simplement que l'espace-temps, maintenant, c'est quelque chose qui est courbé. Ça nous dit que l'espace-temps, en fait, il est courbé à cause de la gravitation. En fait, les équations qui portent le nom d'Einstein, elles vous disent qu'essentiellement, il y a un lien étroit entre la géométrie de cet espace et le contenu en énergie, en matière, on va dire, de l'univers. Et donc, en fait, cet espace-temps, il a une dynamique, lui aussi. On peut le voir comme un objet physique. Et donc, du coup, c'est plus un contenant mathématique absolu, c'est lui-même quelque chose qui décrit la gravité. Donc, quand vous dites à un physicien qu'est-ce que c'est que l'espace-temps, il voit un espace courbe, d'accord, qui est donc l'espace de la relativité générale à 4 dimensions, donc un objet mathématiquement un peu compliqué à décrire, ou, et j'ai envie de dire et, le champ de gravitation. Donc, l'espace-temps, en fait, ça devient aussi en un sens le champ de gravitation. Donc, on est baigné, en fait, dans quelque chose qui est l'espace-temps. Alors ça pose plein de questions sur lesquelles je vais aller très rapidement, en fait. C'est que, puisque l'espace-temps, en fait, c'est le champ de gravitation essentiellement, ce champ de gravitation, en fait, on le voit comme une force, et on sait par ailleurs, ça c'est la microphysique qui nous dit ça, la physique des forces fondamentales, en fait, ces choses-là, elles sont décrites par certaines équations, donc l'espace-temps, il a une dynamique, et qui plus est, ces forces fondamentales, elles sont toutes reliées à des particules qui sont du domaine de l'infiniment petit, donc qui ont trait à de la mécanique qu'on dit quantique. Alors la mécanique quantique, c'est simplement quelque chose qui nous dit que quand vous regardez dans l'infiniment petit, les choses ne se passent pas comme à notre échelle à nous. Nous, si par exemple on fait du vélo et qu'on a envie d'aller entre 0 et 20 km/h, on peut explorer toutes les vitesses entre 0 et 20 km/h. En mécanique quantique, en fait, vous pourrez aller à 5 km/h, 10 km/h, 15 et 20, mais pas de vitesse intermédiaire. Quelque chose comme ça. Et donc ensuite, il faut recommencer à mélanger ça. C'est-à-dire, y a-t-il une théorie quantique de la gravitation ? Quelles sont les particules qui pourraient décrire la gravité ? Et donc, finalement, l'espace de Newton qu'on avait au départ, qui était censé être vide, si on le remplit avec un champ de gravitation qui est éventuellement décrit par des particules, est-ce qu'il est réellement vide ? Alors finalement, qu'est-ce que l'espace-temps ? Si vous posez la question à un physicien, comme je vous l'ai dit, le consensus actuel, et la chose à laquelle on pense, c'est l'espace-temps courbe de la relativité générale, donc qui décrit en fait la façon dont les objets tombent. Ça décrit la gravité. Et puis, si vous posez un peu plus de questions, eh bien, en fait, vous verrez que cet espace-temps, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'on n'en connaît pas la nature profonde. C'est-à-dire, on a une description qui est donnée par la théorie d'Einstein, qui fonctionne très bien, mais qui suscite encore un certain nombre de questions, parce qu'elle porte en elle le fait qu'elle ne donne pas les réponses à toutes les questions, en particulier le fait de savoir est-ce qu'il y a une nature microscopique à cet espace-temps, et si oui, comment l'obtenir. Voilà, je vous remercie. Donc, merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions, du coup ? Très bien. Est-ce qu'il pourrait y avoir une dimension macroscopique ? C'est-à-dire que nous, on perçoit à 3 dimensions, plus le temps, plus ce que vous voulez. Est-ce que nous, on pourrait être un sous-ensemble d'un système à 4 dimensions ?
Alors, à 4 dimensions, on en est un. Bon, alors à 5. Voilà. Alors à 5, oui. Alors, il y a deux types alors il y a deux types de considérations qui conduisent à ça. Donc, Einstein lui-même, qui est aussi l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, savait dès le départ qu'avec ce qu'il avait trouvé ici, en fait, il y avait quelque chose qui était un peu gênant, c'est que sa théorie, justement, au départ, même si elle fonctionne très bien, elle n'est pas quantique. Elle décrit pas, elle nous dit pas que la gravitation c'est fait de particules. Donc, est-ce que cette structure de l'espace-temps, ça correspond à quelque chose de matériel? Et on a la croyance que tout est quantique dans l'univers. Donc, on pense qu'il manque quelque chose. Alors, les gens ont cherché, et cherchent encore, je crois que beaucoup de physiciens actuellement cherchent sur ce sujet, et en fait, il y a un peu deux voies. Donc, soit on généralise la relativité générale, et donc on se pose la question de savoir si la structure mathématique de la relativité générale, avec ses 4 dimensions, etc., peut être justement généralisée de façon à retrouver toutes les propriétés, et se placer dans un cadre où on arriverait à obtenir ce type de quantification. Donc là, je dirais, c'est en élargissant en quelque sorte le cadre de la relativité. Il y a une autre façon de faire qui utilise les mêmes ingrédients mathématiques, c'est de dire qu'il pourrait exister des dimensions supplémentaires, mais toutes petites, pas macroscopiques justement, microscopiques. Hein, donc l'image qu'on donne toujours, c'est de dire si on prend un tissu comme celui-là, bah, lorsque vous le regardez à la distance où vous êtes, en fait c'est quelque chose qui a 2 dimensions. Mais si on le regarde de plus près, bah, il en a 3. Donc l'idée ici, ça serait quelque chose comme ça. On pourrait avoir éventuellement des dimensions supplémentaires. Alors la règle du jeu dans ce genre de choses, c'est quand on a des idées comme ça, on essaye d'écrire des équations avec qui prévoient quelque chose. Alors les théories actuellement qui prévoient quelque chose, elles se classent grosso modo en 2 catégories. Il y a les théories qui n'arrivent pas à faire de prédictions parce qu'elles sont trop difficiles à manipuler. Et puis les théories qui peuvent prévoir à peu près tout ce qu'on veut, parce qu'on peut toujours les ajuster comme il faudrait pour obtenir de bons résultats. Donc elles ne sont pas prédictives non plus. Donc la question n'est pas tranchée, mais c'est une possibilité. Voilà. C'est ça, monsieur, qu'on appelle la théorie des cordes, c'est-à-dire c'est toutes ces dimensions supplémentaires. Alors, ça en fait partie. La théorie des cordes en fait partie. En fait, effectivement, la théorie des cordes, en fait, au départ, elle démarre sur le fait que quand on regarde le monde quantique, on a des problèmes qui sont au départ des problèmes de calcul. Alors les problèmes de calcul, ça veut dire qu'on calcule une quantité et puis on ne trouve pas ce qu'on mesure. Donc on a résolu ces problèmes-là, mais on a regardé pourquoi on avait des problèmes dans les calculs, et l'idée a été de dire que, grosso modo, le problème qu'on avait venait du fait qu'on considérait que les particules étaient ponctuelles, donc des sortes d'idéalisation. Et les gens qui ont fabriqué la théorie des cordes au départ, donc son origine c'est dans les années 60, se sont dit en fait, cette approximation-là, elle est pas crédible, surtout quand on est en train de travailler dans l'infiniment petit. Donc en fait, on a des objets, donc en fait spatio-temporels, mais qui ne sont pas ponctuels, qui sont étendus. Et donc la notion de dimension supplémentaire trouve son origine à cet endroit-là, parce qu'en fait ces objets, eh bien justement, ils peuvent être du type dont je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces objets d'étendue, on a commencé par considérer que c'était des bouts de corde, des bouts de ficelle. Par contre, pour des raisons de cohérence de la théorie, quand on essaye de les rendre compatibles avec les théories qu'on a ici, en fait, on se rend compte qu'il faut un certain nombre de dimensions, en plus de la dimension des 4 dimensions, et l'interprétation de ces dimensions, c'est effectivement le fait qu'il puisse y avoir des dimensions microscopiques cachées, entre guillemets. Donc ça a à voir, et c'est ces théories-là qui, en fait, pour l'instant, peuvent prédire à peu près ce qu'on veut, malheureusement. Donc même si c'est très intéressant, pour l'instant, elles ne sont pas réellement prédictives, dans le sens où elles ne donnent pas de prédiction non ambiguë. Sur la gravitation, est-ce que l'influence de la gravitation est immédiate entre 2 corps, ou est-ce qu'il y a un temps de propagation? Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a un temps. Il faut un temps de propagation. Alors justement, l'un des problèmes qu'il y avait ici, dans la théorie de Newton, qu'on ne voit pas apparaître ici, c'est que dans la théorie de Newton, toutes les interactions se propagent de façon instantanée.
Et en fait, quand on construit la relativité, on s'aperçoit que si on ne veut pas avoir de problème avec la causalité, c'est-à-dire avoir des problèmes du genre vous avez un événement dont la conséquence peut se retrouver dans le passé de l'événement, on peut inventer des choses comme ça en relativité. Et en fait, si on veut pas ça, on est obligé de postuler le fait que la relativité doit être causale. Et ça revient à dire qu'on n'a pas d'objets en fait, qui peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc l'une des questions qu'on a actuellement, c'est justement une des vérifications, une des conséquences de la théorie d'Einstein, c'est qu'il y a des ondes de gravitation qui se propagent, des ondes gravitationnelles qui ont été détectées là, il y a 2 ans. Et ces ondes gravitationnelles, l'un des tests de la théorie d'Einstein, c'est de savoir si elles se propagent à la vitesse de la lumière. Donc la propagation en fait, de la gravité ne se fait pas de façon instantanée. Entre le moment où vous avez une modification du champ de gravitation quelque part dans l'univers et le moment où nous, on serait capable de la détecter, il va falloir attendre un certain temps. Les interactions, on pense que dans un cadre avec 4 dimensions, où il n'y a pas de dimension en plus et de choses comme ça, les interactions, en fait, elles mettent un certain temps à s'établir. Justement, déjà avec la théorie de la relativité, on voit que la notion d'espace, qui est devenue donc la notion d'espace-temps dans le cas de la relativité restreinte, garde l'aspect contenant. Par contre, dès qu'on rentre dans la relativité générale, et qu'en un sens, il y a deux lectures des équations d'Einstein qu'a montré Walid tout à l'heure, il y a une lecture qui est de dire le contenu de l'espace-temps détermine la forme de l'espace-temps, mais en fait, ces équations-là, elles ont, de ce point de vue-là, une particularité. C'est-à-dire que, en principe, une équation physique, si on peut le voir assez facilement, plutôt du point de vue mathématique, quand on écrit une expression comme celle qu'il y a tout à l'heure, en fait, ça sous-entend un espace au moins mathématique, pour pouvoir écrire l'équation. Or, il se trouve que les équations de la gravitation, en fait, ce sont des équations qui déterminent elles-mêmes la structure de l'espace dans lequel elles sont. Donc, en fait, de ce point de vue-là, c'est un type particulier de non-linéarité qui fait que une autre façon d'interpréter les choses, plutôt que de dire finalement le contenu, qui est le second membre dans lequel on met toute la matière, en fait, va déterminer la forme de l'espace-temps qui serait le contenant. En fait, une autre façon de voir ça est de dire finalement, tout ça, c'est le champ de gravitation. Et donc, le champ de gravitation lui-même a une dynamique propre. Donc, ça devient un objet, c'est-à-dire que on n'a plus vraiment un contenant dans lequel on met des choses, on a de toute façon de la gravité. Et donc, ça veut dire que l'image selon laquelle j'avais un contenant qui pouvait être vide, si je mettais rien dedans, déjà, du point de vue de la relativité générale, en un sens, ça disparaît, parce que le contenant lui-même s'identifie à un champ de gravité. Donc, déjà à ce stade-là, on perd en un sens la distinction entre contenant et contenu, et donc la distinction le fait de dire que le vide, c'est l'absence de contenu. Alors, il y a une deuxième vision de ça, c'est quand on rajoute là-dessus les phénomènes quantiques, c'est si maintenant on voit les équations de la gravité, donc les équations qui sont, suivant le mot qu'on a envie d'utiliser, la dynamique de l'espace-temps ou la dynamique du champ de gravitation. Si on le voit comme la dynamique du champ de gravitation, c'est un champ de gravité. Donc ce que disait Walid tout à l'heure sur le fait que ce qu'on sait des champs au niveau microscopique, c'est que justement, ils correspondent à des particules, ces fameux bosons d'interaction. Donc l'idée, c'est de dire, on a 4 forces fondamentales qu'on connaît, dont on sait que certaines en fait peuvent être unifiées. On a l'électromagnétisme, on a l'interaction faible, qui est un type particulier d'interaction, donc on va dire nucléaire. On a l'interaction forte, qui est la façon dont on
colle les constituants élémentaires des noyaux des particules ensemble, et puis on a la gravitation. Les trois premières, on les décrit justement en disant que ce qui transporte l'interaction donc, entre les particules de matière, en fait, ce sont des particules d'interaction qu'on appelle les bosons de jauge. Alors si on voit le champ de gravitation comme étant une interaction, on a envie de lui associer une particule qui serait un boson de jauge. D'où l'idée de dire que la gravitation, même si ça n'a pas été à l'origine pensé de cette façon-là, doit avoir un caractère quantique. Donc c'est l'un des arguments qui conduit au fait que la gravité doit avoir un caractère quantique. Donc si maintenant on continue dans l'interprétation du fait que c'est le champ de gravité qui baigne l'ensemble, ce caractère quantique signifie que lorsque vous avez retiré tout sauf le champ de gravitation, vous avez une certaine définition du vide. Ce vide-là, lui, doit être quantique. Donc en fait, en un sens, il a une structure. Donc vous voyez que dans cette description-là, la question se repose. On a évacué, au moment de la découverte de la relativité restreinte, on a évacué ce qu'on appelait la notion d'éther, parce que on se disait les ondes électromagnétiques ne peuvent pas se propager dans le vide, donc il doit y avoir quelque chose d'autre. Finalement, avec l'explication donnée par Einstein et la découverte de la relativité restreinte, on n'a plus besoin de cette notion d'éther. Et puis ensuite, quand on ramène à la fois sur le devant de la scène la gravitation et la physique quantique, finalement, on se retrouve avec une notion de vide qui nécessairement a une structure quantique, donc qui pour l'instant n'est pas déterminée. Donc la réponse à la question, c'est effectivement la notion de contenant et de vide, elle est automatiquement repensée par le type de théorie qu'on a ici. Donc oui. Alors la réponse est non, on ne sait pas répondre. Par contre, on sait comment l'aborder, au moins alors, là aussi, il y a les deux visions. C'est-à-dire que le problème essentiel de la physique qu'on a décrit là ce soir, donc les interactions fondamentales et puis la structure d'espace-temps, c'est qu'on ne sait pas mélanger la gravitation et la physique quantique. Donc à chaque fois qu'on va raisonner pour l'instant, on va raisonner soit avec l'un, soit avec l'autre, en essayant d'imaginer comment on peut mélanger les deux, mais on prend souvent un point de vue. Donc la façon dont on voit l'espace actuellement, l'univers, on va dire, c'est essentiellement décrit par la théorie de la relativité générale. Donc dans cette théorie de la relativité générale, l'espace-temps est décrit par un objet mathématique bien déterminé, donc c'est de la géométrie, hein, c'est au lieu d'avoir une sphère telle qu'on pourrait l'imaginer, ou un ballon dans un... Donc nous on imagine un espace à 3 dimensions, dans lequel on a des objets à 2 dimensions. Donc mathématiquement, on a une analogie complète. Les mathématiques peuvent très bien fabriquer l'équivalent de ces objets-là à 4 dimensions, ça pose aucun problème. Et donc dans ce cas-là, le concept qui permet de caractériser les choses, c'est de savoir si ces objets-là, ils ont des bords ou pas de bords. Alors il y a des objets qui ont des bords et il y a des objets qui n'ont pas de bords. Alors l'univers tel qu'il est modélisé actuellement, donc on peut tester, c'est-à-dire que, alors je vais essayer de faire dans l'ordre, avec la théorie de la gravitation, plus la théorie plus ce qu'on sait sur les particules, en fait, on est capable de dérouler le film à l'envers. C'est-à-dire, on dit, voilà, on met ce qu'on sait de la physique des particules, on obtient un certain contenu qu'on peut traiter dans l'évolution de l'univers, l'expansion dont il a été fait mention tout à l'heure, et là, on sait faire des prédictions. Donc là, on peut observer les choses et arriver à voir si ça correspond au contenu qu'on a mis dedans. Et donc, les derniers prolongements qu'on a donc, depuis à la fois les années 90, on va dire, et puis plus récemment, là, il y a 2 ans, sur la gravité, la détection des ondes gravitationnelles,
on voit que premièrement, on a un univers qui est en expansion accélérée. C'est relié au fait que cet univers-là, il va avoir une structure où, spatialement, il est plat. Il serait compatible avec un univers sans bord, c'est-à-dire infini, et une expansion qui durerait indéfiniment. Donc, c'est-à-dire que c'est pas simplement avoir un contenu statique qui serait fini ou infini, c'est le fait de dire que on a une partie spatiale qui, actuellement, on la voit comme étant compatible avec quelque chose d'infini et étant, au sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, plate. Et d'un autre côté, comme cet univers est en expansion, et on le voit en expansion accélérée, alors il y a beaucoup de modèles différents, mais c'est aussi compatible avec le fait que ça continue à l'infini. Donc, on n'a pas de réponse complète à cette question-là. On sait comment tester un certain nombre de théories, mais il existe plusieurs possibilités. C'est-à-dire que et donc ces possibilités, en fait, elles peuvent dépendre même quand on les fait dépendre de paramètres connus, on n'y a pas automatiquement accès. On n'a pas automatiquement des mesures qui nous permettent de répondre complètement à la question. Donc, en fait, la difficulté dans cette question, elle est de deux ordres. Elle est d'une part le fait de considérer qu'on a un objet qui est évolutif. Donc, ce n'est pas quelque chose de statique. Donc, ça peut continuer à s'étendre à l'infini. Donc, l'univers ne serait pas en lui-même un objet qui serait infini, mais comme il s'étendrait à l'infini, c'est-à-dire que c'est spatio-temporel, donc dans le temps, il continue à s'étendre, on pourrait bien avoir quelque chose qui n'est pas de fin. D'accord ? Donc, ça s'étend à l'infini. C'est-à-dire que ce n'est pas automatiquement infini au départ, mais ça s'étend à l'infini. C'est une possibilité. Ça veut dire qu'il est fini en permanence. Oui. Alors oui. Alors après, c'est là où ça. Enfin, j'ai du mal à trouver des images pour je dirais, expliquer ça. Mathématiquement, on sait faire ça. C'est-à-dire que mathématiquement, il y a une notion qui est une notion de limite. Vous ajoutez des nombres les uns après les autres. On peut se poser la question de savoir si vous en ajoutez une infinité, est-ce que vous obtenez un nombre ou est-ce que ça continue à augmenter indéfiniment ? C'est des problèmes mathématiques qui sont bien connus. Et donc, on a des notions pour tester ça. Mais ça veut dire qu'effectivement, à un instant donné, pour répondre à votre question, donc il y a des solutions de la cosmologie où effectivement, on peut dire à un instant donné, on est dans un espace qui a une certaine dimension, je veux dire, caractéristique, et à chaque instant, il est comme ça. Mais effectivement, comme on peut ajouter autant d'instants qu'on veut, on pourrait très bien imaginer que ça n'est pas de limite. Donc il aurait une limite spatiale, en un sens, éventuellement. Il n'y a pas de garantie de ça, mais dans ce cas-là, il s'étendrait au cours du temps, et comme on pourrait l'étendre à l'infini, il tendrait vers quelque chose d'infiniment étendu en un temps infini. Donc, vous voyez, en fait, pour l'instant, on n'a pas de réponse complète sur ça, sur l'évolution de l'univers, parce qu'en fait, ça dépend en fait de paramètres auxquels on n'a pas accès observationnellement. Donc, on n'a pas de réponse définitive. Excusez-moi. Oui, je vous coupe parce que, en fait, c'est un peu mieux maintenant de passer, je pense, sur un temps d'échange un peu plus informel. Comme ça, on va pouvoir discuter plus entre tout le monde. Du coup, je vous invite à parler directement avec Hugues si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Pareil avec Walid Mouali. Merci tout le monde d'être venu.